Hop, on va accueillir les personnes. Je me mets en mute et je te laisse la parole, Areba. Merci. Alors, attends. On va juste attendre quelques minutes, Julien. Le temps que tout le monde soit bien connecté, on a toujours des personnes qui arrivent un peu en retard, donc 11h02 par exemple, ce serait… Bien sûr, aucun problème. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je vais commencer par vous demander de vous mettre en muet, s'il vous plaît, et de garder votre caméra éteinte pour avoir une meilleure bande passante. Alors, la vidéo de Julien Daubert, donc, qui est évidemment l'intervenant et CEO de 10h11, va être allumée, ainsi que la mienne. Et si la connexion était mauvaise, évidemment, nous n'hésiterons pas à l'éteindre aussi. Bon, il est 11h02, je pense qu'on peut commencer. Donc, moi, j'ai envie de commencer en parlant quand même rapidement, en fait, de parler de mon enfance, où en fait, depuis toute petite, mes grands-parents, mes parents, ils m'ont toujours dit que la connaissance, c'était de l'or. Aujourd'hui, depuis maintenant pas mal d'années, on dit beaucoup que finalement, la data, c'est de l'or. Et en fait, si le terme recouvre une réalité très vaste, les entrepreneurs sont clairement convaincus de l'importance de la donnée pour le développement de leur business. C'est un moyen de structurer, d'analyser et d'optimiser les performances d'une entreprise. La chose la plus puissante qui permet de guider le business et permet une priorisation des tâches, en fait, c'est le nouvel or noir du marketing. Alors, tout ce que je vous dis là, c'est le fruit d'un sondage que nous avons fait passer au sein des entrepreneurs de Citizen Entrepreneur. Et avant de donner donc la parole à Julien Daubert, je vais vous faire part un petit peu des résultats de ce bilan des entrepreneurs de Citizen Entrepreneur. Donc, 2 entrepreneurs sur 3 souhaitent obtenir plus d'informations sur l'usage éthique et responsable de la data. Donc, il y a une réelle conscience de l'importance de la data et son utilisation éthique et responsable. 95% des entrepreneurs interrogés estiment que leur activité est impactée par l'usage des données liées à leur secteur et 83% affirment que leur activité le sera encore à l'avenir. Actuellement, les premiers usages de la data chez les entrepreneurs du réseau de Citizen Entrepreneur sont, alors je citerai en 4 points, usage traditionnel des données clients à des fins marketing, outils d'aide à la décision, à l'optimisation et au pilotage de l'entreprise, scoring, modélisation et benchmark, enfin suivi de la qualité de produits et services. Et je terminerai aussi en disant que 55% des entrepreneurs estiment que leur entreprise ne l'exploite pas suffisamment, ce qui démontre que le sujet est encore très récent. Et en fait, ce sondage a donc donné naissance au webinaire de ce matin avec le thème « Comment la gestion de la donnée peut aider les entrepreneurs en temps de crise ». Je vais passer donc la parole et je remercie au passage surtout Julien Daubert, CEO de 10h11. Je vais lui passer la parole. Il va nous parler de ce vaste sujet pendant un certain temps et on va se garder au bout de 35-40 minutes, une vingtaine de minutes de questions-réponses. Vous pouvez donc tous vous poser des questions via le chat ou sinon cliquez sur le bouton lever la main et je me ferai un plaisir de vous passer la parole. Je te laisse prendre la parole, Julia. Merci beaucoup.
Merci Areba, merci Jean-Louis, merci Marie-France et tout Valentin et tout Citizen pour votre invitation. Je suis ravi de parler data avec vous ce matin. En plus, je vois qu'il y a connecté il y a quelques amis. J'ai vu William, j'ai vu Igor. Voilà, salut à vous. Ça me fait très plaisir que vous soyez aussi connectés. Alors effectivement, sur ce sondage, les chiffres m'ont aussi impacté. Je pense notamment à 95% des entrepreneurs interrogés qui ont dit, eux, pensaient être impactés qui sont déjà impactés par l'usage des données dans leur activité et que 83% pensent qu'ils le seront aussi à l'avenir. Donc, on voit que la donnée, effectivement, prend une part importante aujourd'hui des activités et que la data en tant que telle presque devient une industrie. Alors, nous, ça fait depuis 2011 que 10h11 travaille le sujet. Et pour répondre à cette question assez large, hein, aujourd'hui, qui est le sujet de comment la data peut nous aider en temps de crise, j'ai essayé de préparer 3 cas concrets. Alors, je vais essayer de partager mon écran et Areba peut-être pourrait me confirmer, tu pourrais me confirmer que tout est bon et qu'on voit bien le programme. C'est parfait, le partage a bien eu lieu. Et C'est pendant parfait. qu'il partage, je profite aussi pour rappeler que Julia Daubert est un alumni du G20 des jeunes entrepreneurs, puisqu'il y a participé, c'était à Berlin, en Allemagne, donc il y a à peu près 3 ans maintenant, Julia, c'est ça, hein? C'est ça, c'était en 2017. 2017, voilà. Vas-y, le partage d'écran a bien eu lieu. Merci, Julia. Alors, les 3 cas concrets que je vous propose aujourd'hui, j'ai essayé de faire des cas qui font écho à la crise. Donc, le retour au bureau que certains vont vivre à partir du 11 mai. La question du déménagement, parce qu'il s'est posé, en tout cas, c'est une tendance de fond hein, qui est générée avec cette crise, le fait que certains pensent à déménager à titre personnel, voire pour des entreprises qui vont devoir repenser leur bureau pour soit avoir plus d'espace par rapport à la distanciation physique qui est nécessaire aujourd'hui, ou bien malheureusement avoir moins d'espace parce que la crise est passée par là. Et puis la notion de télétravail, on verra aussi comment la data pour le télétravail et l'automatisation par la machine peut nous aider. Alors aussi sur ces 3 cas concrets, ce qui est important à préciser avant de démarrer, c'est que ce sont des cas que 10h11 a vécu. Donc ce sont des rendus que 10h11 a réalisés. Je préfère m'appuyer sur des choses que j'ai vécues avec mes équipes et sur lesquelles, entre guillemets, on a mis les mains dans le cambouis pour vous donner un retour d'expérience concret plutôt que théoriser ou bien venir faire une critique positive comme négative sur le travail qu'auraient pu faire les autres. Je pense que c'est plus intéressant de s'appuyer sur des choses vécues. Et aussi, j'ai essayé de faire un choix qui puisse parler à tout le monde. C'est-à-dire, on verra qu'il y a, je prends un exemple d'un grand groupe, je prends l'exemple d'une organisation publique et je prends l'exemple d'une PME en termes d'usage de la donnée. Et pareil, en termes de data, on verra que je parle de données qui sont propriétaires aux commanditaires, que je parle aussi de données type open data, dont vous devez tous connaître la teneur. Et puis, je parle aussi de données exploitées à l'extérieur, c'est-à-dire une entreprise va aller récupérer de l'information privée pour travailler avec cette donnée-là. Donc, comme ça, il y a plusieurs exemples qui sont mis et chacun pourra plus ou moins s'identifier par rapport à ces problématiques actuelles qu'il peut rencontrer sur la data. Donc ça, c'est le plan que je vous propose de dérouler tous ensemble pendant 30 minutes. Qui sommes-nous? Alors, bon, très rapidement, 10h11, on aide les entreprises à mieux exploiter les données hein, pour améliorer la performance. Ça veut dire quoi? En somme, on crée des solutions sur mesure. Une entreprise vient nous voir, elle nous expose sa problématique. Généralement, elle a de la data. Et puis nous, on doit lui proposer une solution pérenne qui lui permet de progresser. J'ai mis 3 dates clés. La société, comme je l'ai dit, a été créée en 2011. On a toujours eu des vues à l'export, parce qu'en 2013, on a notamment créé une filiale au Canada. Et puis, Areba, tu l'as rappelé, j'ai aimé participer au G20 et défendre les idées de la France sur ce G20 des entrepreneurs. Et en 2016, c'est quand même juste un passage important. On a eu le statut jeune entreprise innovante avec un programme de R&D validé par le ministère de la Recherche. Pourquoi je dis que c'est important pour nous? Parce que les travaux que vous allez voir, les cas concrets que vous allez voir aujourd'hui, sans de la R&D,
créé au sein de 10h11, ça n'aurait jamais pu être possible. Donc, je tiens à le faire remarquer parce que c'est un point important, la R&D, dans ces travaux qu'on mène sur la data. Donc, allons-y, je vous propose d'attaquer directement sur les cas concrets. Le retour au bureau. Donc, j'ai pris ce cas qu'on a vécu et d'ailleurs qui est aussi une tendance de fond actuellement sur le bien-être au bureau. On avait vu arriver les Happy Office Managers, ce genre de choses, les gens qui sont là pour amener du bien-être aux salariés. Il y a aussi une tendance de fond qui est liée à la qualité de l'air, c'est-à-dire faire en sorte que les bureaux d'une entreprise aient une qualité importante au niveau de l'air. C'est un enjeu clé et on verra que par la data, on peut le mesurer puisque un grand groupe de l'immobilier nous a confié une étude sur son siège social, sur certaines salles. On verra donc des open space, des bureaux, des salles de réunion et des salles qu'on appelle divers, de différents types. Et ils nous ont demandé d'analyser les données de consommation, de taux de dioxyde de carbone, donc de CO2 dans les bureaux, d'hygrométrie, de température et de niveau d'éclairage. Et l'objectif, c'est en fonction des seuils scientifiques, par la data, de vérifier si la qualité de l'air pour les personnes qui travaillent dans ces bureaux est correcte. Et j'ai trouvé que c'était un bon exemple qui fait un pont avec la crise actuelle parce qu'on sait le dioxyde de carbone, mais aussi l'hygrométrie ou la température au niveau de la propagation de virus. Alors, ça dépend de chaque virus, mais on sait que ça peut l'accélérer et on sait que quand on est dans un air confiné, pour le coup, on peut être confiné à titre personnel, mais dans un air confiné, c'est généralement pas l'idéal. Donc, je vous propose de regarder comment on a travaillé cette data et quels ont été les résultats et aujourd'hui l'impact qu'on peut voir. Donc, c'est un exemple d'exploitation de la donnée. Alors là, je sais que c'est petit, je pense que vous ne voyez pas précisément la slide que je vous mets sous les yeux, mais normalement, vous devez avoir un tableau avec des graphiques, des courbes, et puis une courbe avec des petits traits rouges et bleus qui montrent le seuil de CO2 qu'il ne faut pas dépasser. C'est 1000 ppm selon une étude de Harvard. Je pourrais vous partager la ressource si vous le souhaitez. Au-dessus de 1000 ppm, il se trouve que le corps humain perd des capacités cognitives. Donc, ça veut dire des capacités de réflexion. Entre 1000, par exemple, et entre 1000 et 1400 ppm, on perd 15% de capacité cognitive. Au-dessus de 2000 ppm, on peut perdre jusqu'à 50% de capacité cognitive. Donc, quand on est au travail, c'est quand même un petit peu dommage de perdre ses facultés intellectuelles. Et au-delà de ça, le CO2, d'ailleurs, est un enjeu d'accélération de propagation de certains virus. Donc, ce que l'on peut voir sur ce premier rapport, c'est qu'on dépasse le seuil des 1000 ppm dans pratiquement la majorité des cas. Je vais revenir sur cette deuxième image sur l'analyse des données. Simplement une petite précision importante, et d'ailleurs on l'a vu, c'est problématique avec notre gouvernement actuel, de précision sur la donnée et d'être sûr qu'on a bien une donnée fiable. Là, c'est pour vous montrer un exemple. En vert et en rouge, vous avez les données pour une seule et même salle qui sont émises par deux capteurs. Donc, deux capteurs différents de CO2 nous donnent le taux de ppm, la quantité de CO2 dans l'air qu'il y a. Et on se rend compte que la courbe en bleu, ce sont les écarts qui existent entre les deux mesures. Donc ça, c'est des vérifications nous, que l'on fait au préalable parce que quand les écarts sont trop grands, et si on ne peut pas déterminer quel capteur dit vrai et lequel dit faux, eh ben on élimine complètement la mesure pour ne pas fournir une mesure erronée à notre client. Voilà, c'est simplement des petits ponts méthodologiques que je me permets de faire et qui sont d'ailleurs, ce type de méthode est d'ailleurs énormément utilisé dans l'aéronautique. C'est pour ça qu'il y a différents capteurs de différentes marques dans l'aéronautique pour être sûr que les données de l'avion sont bien fiables. Je reviens sur mon sujet et je vous propose de regarder un petit peu ce que l'on a mesuré dans ce siège social qui est un nouveau bureau qui a donc des objets connectés qui permet de mesurer la data et donc est censé être un bureau moderne. On se rend compte que si vous regardez en haut à gauche au niveau des bureaux ou en haut à droite au niveau des salles d'hiver, comme de l'open space en bas à gauche ou en bas à droite des salles de réunion, dans la majorité des cas, on dépasse 1000 ppm, voire si vous regardez en bas à droite pour les salles de réunion, ça nous arrive de dépasser 2000, voire 3000 ppm
Et là, donc, on a quand même un vrai danger au niveau du dioxyde de carbone dans la salle. Et j'ai une petite anecdote sur le sujet. Les seuls moments où il y en a eu 2 où on a dépassé 3000 ppm dans les salles de réunion du siège social, il se trouve que c'était pour le comité exécutif au moment des bilans qui avait réuni l'ensemble du board de l'entreprise justement et qui devait prendre des décisions sur l'avenir de la société. Donc ça a fait beaucoup réagir de se rendre compte qu'au moment où on réunit le plus de personnes pour prendre des décisions stratégiques, la qualité de l'air dans la salle n'est vraiment pas adéquate à une réflexion lucide. Donc, c'est l'exemple qui permet de montrer que la data peut nous aider à, en tout cas, prendre conscience de certains phénomènes et donc de les corriger. Un dernier point sur ce sujet-là, sur ce cas concret. Alors, je vais essayer d'ailleurs de basculer ici pour y voir un peu plus clair. Donc, je pense que vous avez toujours à l'écran un petit tableau, simplement pour vous dire qu'on a calculé en fait combien ça coûtait d'avoir une qualité de l'air, donc un ppm au-dessus de 2000 dans une salle de réunion à une entreprise. Donc on a regardé le temps moyen où on dépasse 1000, où on dépasse 1400 ppm dans le cas de notre étude. On a calculé un coût moyen par heure d'un travailleur. On a calculé le pourcentage des pertes cognitives qui sont liées du coup à la productivité du salarié qui est soumis à un R qui dépasse 1000 ppm. Et on se rend compte qu'en moyenne, par mois, cumulé, on est à 1000 € par mois par salle de réunion de perdu pour une entreprise. Donc, je pense qu'on peut imaginer, si ces conditions-là sont réunies dans une tour de la Défense, quel est le coût tous les mois de perte de productivité liée à une qualité de l'air qui serait pas optimale. Et c'est des choses que l'on peut aujourd'hui corriger avec la data puisqu'on a les mesures et on peut ainsi intervenir. Donc ça, c'est un premier exemple pour illustrer le propos par la data. Évidemment, s'il y a des questions, j'y reviendrai, mais je trouvais la chose intéressante. Je vous propose un deuxième cas, donc après le retour au bureau et en espérant que le taux de CO2 sera bon pour tout le monde. Je vous propose d'avancer sur la partie déménagement. Tendance de fond, effectivement, aussi là de la crise. C'est des réflexions qui sont, d'ailleurs, qui à titre personnel, je les mène, se poser la question du lieu de vie aujourd'hui, vu qu'on arrive à distance à tous se réunir et à avancer sur des projets. C'est des questions qu'on se pose parce que notamment, et je prends l'exemple, et je les salue par la même occasion, Noroto, qui nous fait confiance sur des gros projets, qui nous a lancé une V2 avec 10h11 actuellement, et pour lesquels on ne les a jamais vus physiquement. On s'est simplement vu uniquement via les outils digitales, donc c'est possible de créer, d'avancer en tout cas à distance. Donc ça pose la question du lieu de vie. Et beaucoup d'entreprises aussi souhaitent potentiellement se réimplanter par rapport à ces questions-là. Alors je vais vous montrer l'illustration de comment la data peut aider cette réflexion sur le déménagement avec un cas concret. Et là, je dois avoir une vidéo. Donc je vais mettre en plein écran. Je vais lancer la vidéo. Vous allez comprendre le système parce que je vais la commenter. Donc c'est un outil qui propose de choisir par rapport à de la donnée, vous voyez, densité de la population, revenu de la population, transport en commun, la fibre, qui vous propose de choisir si ces données-là sont importantes pour vous dans le choix de votre future implantation. Donc en fonction des métiers, ces choses-là sont différentes. Donc là, on voit qu'on peut sélectionner. Si on veut des entreprises concurrentes à la sienne à côté de chez soi, si on veut des entreprises complémentaires à côté de sa future localisation, on choisit son code NAF. Là, j'ai pris une supérette dans l'exemple de la vidéo. Et on envoie tout ça sur une cartographie. Et donc là, en fait, quand je disais entreprises complémentaires, ce sont des entreprises. Pour un boucher, ça va par exemple être le boulanger. Une entreprise concurrente, pour un boucher, ça va être un boucher. Voilà, tout simplement. Mais on voit l'importance et la distinction des deux par rapport à l'emplacement que l'on recherche. Et ensuite, nous, on a des bases de données géolocalisées sur l'ensemble des données dont on pouvait choisir les critères.
Et on a un algorithme, alors certains appelleraient ça intelligence artificielle, modèle statistique. Je vous propose de l'appeler comme vous le souhaitez. On peut l'appeler intelligence artificielle, qui va pondérer en fait les différents endroits, regarder mes choix de variables que j'ai fait au tout début pour trouver ma localisation et me proposer une carte au clic qui permet, les zones vertes sont des zones qui répondent à ce que je recherche par rapport à mes choix de critères avec un score. Vous voyez là, il y a un score de 2,07, vous voyez en haut à droite sur cet hexagone. Et les zones en rouge sont des zones faibles sur lesquelles on conseille en tout cas à l'utilisateur, on lui dit par rapport à vos critères, ces zones ne sont pas idéales. Ça ne veut pas dire que les zones ne sont pas idéales pour faire des affaires, attention, on le dit simplement par rapport à ce que vous recherchez, la note, le score de la zone n'est pas bon. Voilà. Donc encore une fois, je pense que là, la donnée vient apporter une connaissance d'un territoire factuel qui est basé sur des données et qui permet à un entrepreneur de se dire, demain, si je dois ouvrir un magasin, créer ma société et m'implanter, ou bien déménager, aller dans une autre ville, d'avoir des éléments, des données qui permettent d'un petit peu mieux appréhender un territoire et de comprendre potentiellement qu'est-ce qui répond à ses besoins. Donc, évidemment, c'est une interface. Vous l'avez vu, à gauche, on retrouve les préférences, donc les choix de données qu'a fait l'utilisateur. Et à droite, il y a toute une description avec un score qui lui permet de voir la zone concernée. Donc ça, là aussi, c'est un exemple. Alors là, c'est de l'open data. L'ensemble des données sont de l'open data, issues de l'INSEE. Là, alors, on est sur la métropole de Bordeaux, mais des transports en commun bordelais. Et puis de l'open data des villes et de la région de Bordeaux. Donc là aussi, on a un exemple concret, je pense, sur une problématique de fond liée à la crise actuelle, comment potentiellement des données qui vont être pondérées peuvent aider une entreprise dans sa prise de décision. À savoir aussi qu'on a fait cet outil-là en B2B, vous l'avez vu, c'est pour l'instant pour les entreprises, mais rien ne nous empêche demain de l'imaginer en B2C pour des personnes qui souhaitent déménager, aller dans une autre ville et qui souhaitent un petit peu mieux appréhender le territoire. Je vous remercie pour cette pause. Je vais m'hydrater un petit peu. Pause utile. Voilà. Il n'y a pas de problème. Donc, je vous propose de passer au troisième cas concret, là aussi, qui est différent. On va le voir dans un premier temps sur le grand groupe immobilier et le CO2. On était vraiment sur de l'analyse statistique. Vous l'avez vu, il n'y avait pas d'interface. On était vraiment, j'ai de la donnée brute, je l'analyse et est-ce que je peux en sortir une connaissance. Sur la deuxième étape, on était plus sur j'ai de l'open data, je transforme la donnée en la pondérant avec un algorithme et ensuite je la visualise sur une cartographie. Donc là, on est sur un usage différent. Le troisième exemple que je vous propose, il est lié à une PME qui est un négociant dans le vin à Bordeaux. Alors forcément, 10h11 a son siège à Bordeaux, donc on a des clients dans le vin, ça paraît logique. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un négociant en vin, lui, il reçoit des appels d'entreprises ou de particuliers qui veulent acheter certaines bouteilles, souvent des grands crus, et son objectif est d'aller consulter l'ensemble des plateformes dont il a la connaissance ou les accès, de vérifier le prix des bouteilles actuelles, puisqu'il y a un cours sur le vin et notamment les grands crus, de faire une proposition, de faire un devis, et ensuite de voir si son client accepte ou non le devis. Donc ça, c'est comme ça qu'il travaillait. Et donc, on l'appelait ou il recevait un email et les personnes répondaient au téléphone ou rappelaient ou envoyaient un email et consultaient l'ensemble des plateformes. Donc, ça lui prenait beaucoup de temps. Donc, on a mis en place un outil pour lui, pour lequel on fait ce que l'on appelle du scrapping. Alors, le scrapping, en français, c'est quoi? C'est le fait d'aller sur un site et de simuler l'humain. Donc, comme si l'humain faisait sa recherche, récupérer un prix et le stock en base de données. Donc, en fait, ça permet de gagner beaucoup de temps pour
pour notre client. Donc, on lui a créé une plateforme. Et alors, je vais partager l'écran, puisque là aussi, j'ai généralement une vidéo pour illustrer mes propos. On lui a créé une plateforme sur laquelle vous allez voir, au lieu de demander à ses équipes de tout faire manuellement, c'est la machine qui va l'accompagner et travailler pour lui. Et on va voir comment il est revenu vers moi. Donc ça, c'est une plateforme qu'on a déjà mis en place et ce client est revenu vers nous durant la crise et je vous expliquerai quelle était sa problématique pour que vous puissiez faire le lien avec la partie télétravail. Donc juste sur l'outil, j'ai une courte vidéo d'1 minute. C'est assez simple. On choisit le vin. Donc là, pour le coup, du vin rouge. On a tout un choix d'appellation que le client, donc que notre client peut sélectionner. Hein. Donc si le client demande à Saint-Émilion, il va sur Saint-Émilion. Au niveau du château, alors je crois que j'ai pris Angélus. Je me suis dit qu'ensemble, par visioconférence, on pourrait avoir un bon vin. Non, j'ai pris Cheval Blanc, pardon. C'était Cheval Blanc sur l'exemple. 2009, qui est une excellente année d'ailleurs dans le Bordeaux, hein, si vous voulez acheter des vins. 2009-2010, c'est excellent. Et donc, il choisit la bouteille et là, il lance sa recherche. Et normalement, vous voyez apparaître, il y a les prix donc, des 4 plateformes sur lesquelles avant le client allait manuellement faire ses recherches qui apparaissent automatiquement. Donc, pour Livex et Wine Searcher, qui sont 2 sites, il n'y a pas de prix pour ce vin. Par contre, sur Balaresque, on voit qu'il y a un prix à 790 € et un prix potentiel à 680, mais non confirmé, et que Grand Cru est le meilleur prix avec 710 € pour cette bouteille de Cheval Blanc 2009. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce client-là, cette PME, faisait à peu près 2 devis par matinée par personne. Avec l'outil, elle est passée à 5 devis. Donc, le temps gagné, économisé par ces équipes pour aller faire les recherches sur les différents sites au niveau des prix du vin, et bien, grâce à la data et l'automatisation, le scrapping des informations, des petits robots qu'on a mis en place qui récupèrent ces informations automatiquement, on lui a fait gagner une productivité plus que doublée, en tout cas sur cette activité. Autre chose intéressante, alors là je vais revenir sur mes slides. J'ai fait, pour tout vous dire, j'ai fait cette vidéo hier sur le prix de Cheval Blanc. J'ai fait une capture sur Millésima du prix du Cheval Blanc hier aussi. Donc Millésima, je pense que tous vous connaissez. Et donc le prix par unité est de 1 300 €. Donc par la data, on se rend compte aussi que si on accède à certains sites, alors il faut savoir que il a un compte, hein, notre client sur ces sites payants, il a un compte et des accès. Donc on récupère automatiquement de la donnée qui est privée et pour lequel il paye l'accès. Donc au final, on ne fait rien d'illégal. Mais on voit qu'il y a une différence entre 710 € et 1 300 €. On se rend bien compte que si le client, lui, va consulter Internet, il se dit j'ai la bouteille à 1 300 €. Alors que s'il passe par différentes plateformes et entre guillemets notre commanditaire, il peut l'avoir à sans doute 800 € si on compte la marge que va faire notre client. Donc ça vous montre à quel point les data et l'automatisation peut faire gagner du temps, peut faire gagner de la productivité à une PME. Et il faut vous assurer qu'au départ, le scrapping et toutes ces choses-là, notre client est très très éloigné du sujet. Maintenant, il nous a rappelé pendant la crise, ce client, cette PME, il nous a dit j'ai un problème, c'est qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de mes équipes en chômage partiel. À distance, certains ne peuvent pas travailler comme auparavant. Pour peu qu'il y ait des enfants dans les pattes, on sait tous, ceux qui ont des enfants, on le voit bien, c'est particulier. Et donc, par contre, j'ai toujours besoin de fournir des prix à mes clients et des devis sur mes vins. Et donc, aujourd'hui, on est en train de finaliser l'automatisation pour dire, quand on récupère le prix, on calcule automatiquement la marge et on envoie automatiquement le devis sans que ça passe par un travail humain. C'est-à-dire que la ressource humaine qu'a notre client, il va la mettre sur la qualité, sur le service après-vente, sur le conseil, et pas sur des tâches chronophages de type je vais voir des prix, j'ai un prix et je fais un devis que j'envoie. Tout cet ensemble va être automatisé et va être géré automatiquement par une plateforme où le client demandera lui-même son vin et il obtiendra le prix avec évidemment la marge que souhaite faire le négociant en vin, la PME, donc qui est notre commanditaire. Donc je trouve que c'est un exemple qui illustre bien
comment l'automatisation des données, alors là c'est presque la technologie, hein, je suis bien conscient que je déborde un petit peu, hein, mais comment ça peut aider au quotidien des clients et des PME à, à améliorer la productivité et à améliorer aussi son service par rapport aux clients qu'elle sert. La petite pause indispensable. Oui, merci, je bois un peu d'eau. Tu as bien raison. Alors j'espère que c'est clair, je sais, je vais un peu vite, peut-être que j'utilise des termes, mais j'essaie d'être le plus pédagogique possible avec vous tous. Évidemment, de toute façon, il pourra y avoir, je pense, après des questions-réponses sur ces 3 cas d'études qu'on a vus ensemble. Chacun pourra peut-être s'identifier ou se référer par rapport aux problématiques. Je vous propose de terminer simplement par, puisque je pense qu'on a dit 40 minutes, donc il me reste quelques minutes, par l'app du jour. Alors il faut que je partage là aussi mon écran. Je vais revenir sur Zoom. Je vais vous partager des ressources extérieures pour ceux qui veulent aller plus loin. Tout d'abord, l'app du jour. Est-ce que vous voyez, je pense que vous voyez tous Jambo, là, je pense que oui, c'est bon, je partage mon écran. On voit bien. Jambo, alors ça c'est à titre personnel pour l'exploitation des données privées. Certains s'interrogent beaucoup et c'est normal, c'est un sujet que nous devons débattre. Et d'ailleurs, c'est débattu la question de l'usage des données au sommet de l'État et c'est aujourd'hui des enjeux plus que nationaux. Il y a Jambo qui existe, c'est gratuit. Il y a une version payante, il y a une version gratuite qui vous permet sur votre smartphone de l'installer, de venir plugger vos différents comptes. Vous pouvez le voir dans la capture d'écran, Facebook, Messenger, Google, YouTube, Chrome. Il y en a pléthore. Et quand vous connectez vos comptes, Jambo va vous dire, je vous donne un exemple, Facebook, il va vous dire, Facebook utilise vos données privées, vos données de navigation pour cibler de la publicité. Est-ce que vous le souhaitez, oui ou non? Et à chaque fois, vous cochez ou vous décochez. C'est à votre guise. Et Jambo fait tout pour vous automatiquement pour venir configurer la plateforme de sorte qu'elle respecte la configuration que vous avez souhaitée. Et des fois, vous verrez, on se rend compte de choses assez folles. Google Maps qui retient l'ensemble de votre historique depuis que vous utilisez Google Maps, par exemple. Donc, à tous vos points de géolocalisation depuis plusieurs années, vous pouvez dire à Jambo de les supprimer et il va les supprimer sur Google Maps. Donc ça, je trouve que c'est une application intéressante qui est dans l'air du temps, qui est facile à prendre en main, qui est gratuite et que je vous invite, pour ceux qui sont sensibles à ces sujets-là, ne serait-ce qu'à tester pour culturellement voir la puissance de récupération de données de certains acteurs, pas que américains d'ailleurs, mais aussi qui vous permettra concrètement de monitorer vos données. Ensuite, liens et ressources du moment. Alors là, c'est plus large, mais je vous les partage aussi. Rework, alors j'ai le livre avec moi, peut-être que vous me voyez en caméra, mais excellent bouquin de 37 Signal, qui est une société américaine qui a fait beaucoup pour la technologie, notamment le framework Ruby on Rails, pour les plus geeks d'entre nous, qui est un excellent bouquin, très d'actualité aujourd'hui, qui pense l'entreprise différemment, plus légère, plus souple, plus agile. C'est très facile à lire, je vous invite à consulter ce bouquin, il est magnifique. La déclaration de Montréal pour une IA responsable, je vous invite, c'est pareil, c'est public, vous la trouverez sur Internet en tapant Déclaration de Montréal IA responsable. Ça décrit bien les enjeux sur l'intelligence artificielle et par rapport au sujet d'aujourd'hui, je voulais en parler et vous le partager. Et enfin, un dernier point, Stop Covid, l'application fait beaucoup de bruit. J'étais obligé d'en dire un petit mot, même si, encore une fois, je préfère rester sur des cas que je maîtrise et des cas concrets. Mais Stop Covid, il y a une étude qui est sortie sur le traçage anonyme dangereux oxymore, qui fait un petit descriptif neutre des enjeux positifs ou négatifs d'une application comme Stop Covid. Je trouve que c'est très bien expliqué. Ce n'est pas partisan, c'est scientifique. Donc, je pourrais vous partager le lien ou en tout cas, si utiliser un entrepreneur, sans doute pourra vous envoyer le lien si nécessaire. Sinon, vous le trouverez en tapant dans Google le traçage anonyme dangereux oxymore. Voilà, pour des ressources qui peuvent être utiles à chacun.
Donc, s'il y a des questions, des interrogations, voilà, je suis à disposition pour en parler. Merci beaucoup, Julien. Alors, la présentation que Julien vient de partager avec nous tous, elle sera donc disponible sur le site de Citizen Entrepreneur, ainsi que tous les liens que Julien a mentionnés et souhaite partager avec nous, le nom du livre, l'étude de Montréal aussi. Donc, n'hésitez pas, après le webinaire, si vous souhaitez vous informer davantage, d'aller sur le site citizenentrepreneur.com pour consulter tous ces documents plus en détail. Alors oui, nous avons quelques questions, bien évidemment. Donc la première question qui a été posée par Cernic Romain, qui est le CEO de Sort Voices. Alors je ne sais pas s'il est parmi nous ce matin et s'il voudrait la poser lui-même. Alors Romain, si c'est le cas, n'hésitez pas à allumer votre micro et donc prendre la parole. Sinon, entre-temps, je vais quand même lire sa question qui nous avait parvenir hier. C'est quelles data seront prioritaires dans les stratégies de sortie de crise? Une vaste question. Oui. Alors, merci Romain. En plus, il se trouve, pour l'anecdote, que Romain était mon étudiant. Voilà, donc je le salue. Je ne sais pas s'il est connecté. En tout cas, je le salue. Romain, c'est sympa de t'être connecté, d'avoir posé cette question. Et aujourd'hui, d'ailleurs, il est chef d'entreprise. Romain, il a monté sa structure. Je vous invite à aller voir d'ailleurs ce qu'il fait. Alors oui, quelles données sont prioritaires dans la reprise? Je pense qu'il n'y a pas de solution miracle, encore une fois. Et je pense que les cas concrets que j'ai pu présenter montrent que la donnée prioritaire, elle dépend de chaque activité, de chaque entreprise. Elle dépend de la créativité dans les idées que l'on peut avoir dans l'usage des données. Donc, il n'y a pas, entre guillemets, de solution miracle. C'est pour ça, et d'ailleurs, c'est un point important, que 10h11, on est quand même resté beaucoup sur une offre service sur mesure, parce qu'on se rend compte que l'exploitation des données, elle peut être automatisée dans certains cas, et c'est très bien. Mais pour beaucoup de cas business pour les entreprises, elles ont besoin d'avoir du sur-mesure, parce que on voit bien que la donnée prioritaire dans le cas du négociant en vin que j'ai présenté n'est pas du tout la même que dans le cas de la cartographie qui peut accompagner un déménagement d'entreprise ou une localisation d'entreprise. Donc, je n'ai pas de réponse toute faite. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'il y a de l'open data qui est à disposition, qui est disponible, que chacun peut exploiter librement, même à des fins commerciales si la donnée est transformée. C'est, à mon avis, une donnée prioritaire. Et puis, évidemment, il est intéressant de faire l'inventaire des données dont dispose l'entreprise elle-même. Et donc, pour Romain, je l'invite à faire, et il connaît ça bien, l'inventaire des données dont il a en sa possession dans son entreprise pour voir en quoi elles peuvent l'aider à avancer en cette période un peu délicate où on a peu de visibilité. Alors, c'est vrai que c'est pas simple parce que moi aussi je rencontre en fait des fois on parle de data avec d'autres chefs d'entreprise et on se dit mais en fait on a plein de data qu'on collecte tous et on ne sait pas toujours comment s'en servir, qu'est-ce qui va vraiment être utile. Donc on a juste de la data et c'est compliqué d'imaginer en fait vraiment qu'est-ce qu'on peut en tirer. Donc je comprends aussi un petit peu la question de Romain et je suppose que là-dessus, donc des entreprises comme la tienne, Julien, 10h11, peuvent être intéressantes à contacter pour justement aider à structurer et à trouver une solution finalement, à mettre en place quelque chose, je ne sais pas, de concret pour bien utiliser cette data disponible. C'est un sujet en fait très nouveau, hein. C'est un sujet qui découle de l'explosion technologique qu'on a vécue. Aujourd'hui, les entreprises commencent à être structurées avec des outils qui leur permettent déjà d'avoir de la donnée. Parce que certains en sont encore à j'ai de l'Excel et je vais passer à une base de données et consolider avec une interface qui parle à cette base de données, qui permet de sortir de l'Excel pour se dire demain, j'ai un historique que je peux travailler. Puisqu'avec de l'Excel, aujourd'hui, on ne peut pas travailler ou difficilement de l'historique. Donc, c'est tout nouveau. Ça veut dire que nous, on en découvre tous les jours sur le sujet.
Mais je pense que c'est quand même un sujet, un enjeu stratégique. Donc, et il mêle à la fois, et encore une fois j'insiste dessus, des métiers d'ingénierie, donc en data science ou en développement web, mais aussi des métiers en sciences humaines et sociales, parce qu'il y a une grande part de créativité et d'UX, hein, d'expérience utilisateur à avoir sur ces métiers de la data. Ouais, merci. J'aimerais passer la parole à Thierry qui pose une question. Donc, Thierry, si tu veux bien unmute ton micro. Oui, bonjour Ariba, bonjour Julien, bonjour à tous. Oui, moi ma question c'est qu'effectivement, je pense qu'effectivement on a des niveaux de maturité extrêmement divers dans nos boîtes. Je pense que qui d'entre nous ne fait pas la découverte au jour le jour que finalement il y a des datas qu'il n'a pas exploitées ou qu'il y a un type d'utilisation qu'on n'a pas fait. Je l'ai encore mesuré ce matin dans une réunion en interne. Par contre, moi, j'ai une vraie question, c'est de savoir à partir de quel moment est-ce qu'on est capable d'identifier qu'il y a un véritable intérêt, une opportunité en termes de ROI, parce que bien évidemment, il y a des investissements correspondants, pour passer voilà, du traitement statistique, de la BI à l'intelligence artificielle, donc à l'algorithme. Bonjour Thierry, merci pour cette question. Je suis complètement d'accord avec ton point de vue sur entre guillemets, le retour sur investissement. On l'a intégré aujourd'hui en fait souvent quand on va travailler un sujet avec un client, on démarre par un cahier des charges, malgré que ce soit très basique. On essaie de se dire ok, définissons ce que l'on va faire. Même dans sa première version, définissons, parce que si on est capable de définir, généralement on a fait une bonne partie du chemin. Dans ce cahier des charges, il y a toujours une partie développement informatique, il y a toujours une partie data science ou statistique, modèle statistique. Il y a toujours une partie interface et expérience utilisateur, c'est-à-dire comment l'humain va interagir avec ces données-là. Et il y a toujours une partie business model. C'était quelque chose avant qu'on ne mettait pas. Aujourd'hui, on le fait. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous conseiller Montpellier Business Plan, parce qu'on fait toutes nos modélisations avec cet outil qui est gratuit, qui est un excellent outil pour modéliser une activité économique. Et en fait, ça rejoint un petit peu la slide. Alors, je vais repartager l'écran. Partager l'écran. Ça rejoint cette slide. Normalement, vous devez voir un petit tableau, d'ailleurs pas très joli, hein, qui a été fait avec nos équipes, très basique. Mais quand on a travaillé avec le grand groupe sur la partie CO2, au-delà du bien-être des salariés, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on gagne en productivité, quel est le gain. Il ne faut pas tout ramener à l'économique, mais on veut avoir un indicateur économique. Ça ne veut pas dire que c'est le seul indicateur qu'on va prendre pour prendre la décision, mais on a donné un indicateur économique en disant, par rapport aux études scientifiques qu'on a mesurées, et si on fait une projection, ben voilà le coût par salle de réunion que vous coûte le fait de ne pas optimiser le CO2 dans vos salles. Ça, c'est un exemple. Pour le cas de la plateforme de déménagement, Carteco, vous pourrez d'ailleurs aller la consulter si vous le souhaitez sur Internet. On a aussi travaillé un modèle pour se dire comment on fait en sorte que cette plateforme soit rentable pour les partenaires qui souhaiteraient l'utiliser. Et là aussi, on a réfléchi à des modélisations, on les a présentées, on a fait des scénarios économiques, on les a présentés à notre client. Et après, on en débat, évidemment, avant que le projet soit lancé. Mais dans tous les cas, on mène une réflexion économique sur tous les projets data que l'on porte. Merci Julien. Est-ce que ça répond à ta question, Thierry? Oui, sur la méthodologie, mais Julien, ce que j'aimerais que tu nous dises, c'est, je sais pas, dans tous ces projets, quelle est la part de traitement statistique et quelle est la part d'algorithme? Est-ce que la couche algorithmique, quel a été le plus gros contributeur au ROI entre le traitement statistique et le traitement algorithmique? Oui, tout à fait. Alors, encore une fois, ça dépend à chaque fois, mais je vais essayer d'illustrer. C'est pour ça que c'est important d'avoir des cas concrets
au moins je peux apporter des éléments de réponse et qui ne sont pas effectivement que théoriques. Sur le cas la première analyse que j'ai montrée sur la qualité de l'air, c'est uniquement de la modélisation statistique, voire des statistiques. Il y a un peu d'algorithme, mais on va dire que c'est de la statistique. Dans le cas et on va dire que le poids du retour sur investissement va être plus lié sur comment l'entreprise est capable d'avertir les personnes qui sont dans une salle de réunion que la salle dépasse 1000 ppm. Et ça, c'est potentiellement un pilote qu'ils doivent monter. Nous, dans ce cas de figure-là, on leur a proposé des solutions, mais pour l'instant, on en est resté à l'analyse statistique. Dans le cas de la plateforme que j'ai montrée sur le déménagement, la connaissance en elle-même, elle est très dure à vendre. C'est-à-dire, si on dit aux personnes, pour accéder à la plateforme, ça coûte tant par mois, allez-y, on s'est dit qu'économiquement, ça n'allait pas fonctionner. Par contre, la modélisation économique est sur le sujet, elle est plus dans l'expérience utilisateur. C'est pour ça qu'il faut des métiers, pas que des ingénieurs. Ça a été trouvé chez nous par une personne qui n'est pas un ingénieur, qui était de dire, on va donner la plateforme en accès gratuit. Donc, toutes les entreprises pourront consulter cette plateforme-là. Par contre, quand on souhaite consulter la plateforme, on crée un compte. Et donc, potentiellement, on est en B2B, on est capable d'avoir l'information de « je sais que ces entreprises-là envisagent de déménager ». Et cette information-là, cette data-là, eh ben, c'est un modèle économique parce que c'est une data qui peut intéresser des sociétés qui vont dire à l'achat, moi je suis intéressé d'avoir ces données-là pour contacter ces entreprises et proposer mes services dans le cadre d'un déménagement. Que ce soit un banquier, que ce soit un assureur, que ce soit une ville même qui doit faire de l'accueil de nouveaux arrivants. Donc, ça dépend à chaque fois du projet. Ça dépend de la manière dont le projet est vu. Il n'y a pas par moment, ça va être la technologie, par moment, ça va être l'usage de la technologie qui va rapporter un ROI. Ok. Je ne sais pas si ça répond à la question. Ce n'est pas évident comme question, mais j'essaie d'éclairer, en tout cas, sur les modèles, nous, que l'on déploie. Ok, merci Julien. Pour compléter, si je peux me permettre de partager, en fait, vraiment, de témoigner surtout par rapport à mon entreprise, donc Fred Bay, où nous, on propose des services justement d'acheter et de vendre des services de déménagement via notre marketplace. Donc, en fait, en fonction, alors on fait du machine learning au sein de Fred Bay, donc je suis pas la bonne personne, c'est mon CTO qui est plus adapté, mais n'empêche que en fonction des différents sujets qu'on a traités, je confirme ce que dit Julien, c'est très très varié et en fait parfois le retour sur investissement a été vraiment pas sur le traitement statistique qui nous a permis ensuite de donner naissance à notre solution machine learning qu'on a mis en place et dans d'autres cas c'était l'inverse. Donc alors j'ai mis beaucoup de temps à me familiariser avec tout ça et je ne le suis encore pas assez, mais je confirme vraiment ce que dit Julia là-dessus. C'est vraiment au cas par cas et c'est très particulier. C'est très particulier, moi, ce que je retiens en tout cas de l'expérience par rapport à ma propre entreprise. Je ne pense pas qu'on peut vraiment définir un ROI comme ça sans connaître, sans maîtriser en fait l'essentiel du sujet. Merci Ariba. Voilà. Merci Thierry pour ta question. Nous avons une autre question et là j'aimerais donc passer la parole à Vianney P. Je suis désolée, je lis vraiment comme c'est écrit. Je suppose que Vianney c'est le nom de famille. Alors, est-ce que vous souhaitez prendre la parole? Il faut unmute le micro et on serait ravis de vous entendre pour votre question. Je crois qu'il a le micro HS, Vianney. Ah, ok. Bon. Alors si c'est Vianney de CarJoy, je pense que, parce que j'avais vu peut-être s'inscrire, il me semble, pareil, je lui passe mon bonjour parce qu'il est aussi dans la région bordelaise. Oui, c'est ça, il répond. Oui, Vianney, merci d'avoir suivi avec nous cet échange et puis merci pour ta question. Alors, sa question, c'est peux-tu nous aider sur comment valoriser financièrement la donnée collectée? Première question. Une deuxième question, quel seuil de données faut-il pour espérer en avoir un intérêt économique? Voilà.
Ça rejoint un peu la question de… Ça rejoint la question précédente. Je peux juste apporter un focus, c'est peut-être se dire la cible. C'est super intéressant. À partir du moment où on connaît très bien la cible qui serait intéressée par la donnée qu'on génère et qu'on a bien identifiée, à ce moment-là, c'est là où on peut monitorer. Quand on a une donnée qui est très large, on n'est pas sûr d'avoir défini quelle cible pourrait l'acheter, là c'est compliqué. Après, une fois qu'on a défini la cible, je pense qu'il faut explorer. Encore une fois, il n'y a pas de secret. Il faut tester une première approche commerciale, tester des premières propositions, tester des tarifs. Et puis, en fonction de la conversion, on va vite se rendre compte si l'intérêt est confirmé, si le tarif est le bon. Et, donc, il n'y a pas là trop de théorie sur le sujet. Je pense qu'il faut explorer. Mais encore une fois, Vianney, je connais un petit peu ton sujet avec CarJoy. Je pense que la clé, elle est sur la cible qui vraiment voudrait acheter ces données. Merci Julien. On a une autre question. Alors, évidemment, quand on parle de data, de données, on pense tout de suite à RGPD. Et cette question, elle est là. Elle est pour toi, Julien, de la part de Alexia Antoine, de la plateforme Etna. Elle est responsable de coordination et en fait, elle te pose la question qui est la suivante. Quelles sont les bonnes pratiques en matière de gestion des données personnelles en lien avec la RGPD et la sécurisation des données internes? Bonjour Alexia, merci pour cette question RGPD. On le sait, hein, c'est un sujet vaste, complexe. Ce qu'il faut bien comprendre déjà sur la RGPD, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est un sujet en mouvement. Voilà, je pense qu'il ne faut pas non plus rester figé sur, en tout cas, les premières bases de la RGPD. Je pense que là aussi, l'État apprend. L'État essaie de réguler via cet organisme et puis via ses règles. On va dire l'usage des données, c'est très bien. Maintenant, en gros, je trouve qu'il y a 2 points pour le RGPD pour vraiment se sentir à l'aise avec. Si effectivement on veut tout respecter à la lettre, il y a beaucoup de choses à suivre, mais il y a 2 grands principes. Le premier, c'est anonymiser. Donc, essayer d'anonymiser au maximum vos datas. Alors, il y a la création de pseudos, mais on peut voir que d'ailleurs, ça a été démontré dans la ressource que je voulais vous partager pour Stop Covid, que par moment, créer des pseudonymes ne garantit pas forcément l'anonymat de la personne. Donc, il faut être prudent sur le sujet. Mais il faut au maximum anonymiser vos données. Et puis, le deuxième point, c'est surtout si un de vos utilisateurs souhaite avoir accès à ces informations et à les modifier ou les supprimer, vous devez être en mesure de lui dire ben oui, effectivement, voilà toutes les informations qu'on a sur vous. Et puis, si vous voulez les modifier ou supprimer, on est à votre disposition. Ça, c'est vraiment les 2 points importants. Après la RGPD, je vais prendre un exemple concret. Si demain, vous écrivez à une PME pour lui demander les informations, vous êtes un client, qu'elle a sur vous, je pense des fois, elle est pratiquement plus à même de vous répondre que si vous demandez à votre banque ou à Carrefour de vous fournir l'ensemble des informations qu'ils disposent sur vous. Faites l'essai, posez la question ne serait-ce qu'à votre banquier ou même amusez-vous à Carrefour. Je pense qu'ils sont dans l'incapacité de vous fournir les informations qu'ils disposent sur vous. Une partie, oui, mais l'ensemble, et vous le garantir que c'est l'ensemble, ils en sont incapables. Donc, la RGPD, c'est en marche. C'est des choses qui sont en mouvement, sur lesquelles on doit s'adapter. Je pense que c'est une très bonne chose qu'on régule. Maintenant, il faut être conscient que c'est très, très difficile, et encore plus pour les grandes entreprises, d'arriver à la respecter à 100%. C'est vrai que la RGPD, ça a fait peur. Je pense à toutes les entreprises. Je me souviens encore de mon avocate qui m'a dit que même elle était noyée dans la RGPD, qu'elle devait mettre ça en place. Alors, elle me disait, mais Ariba, ne panique pas parce que vous, encore, tout est numérisé et du coup, c'est peut-être même plus simple de mettre une architecture en place que nous, les avocats, où on a des réels dossiers papier qu'il faut tout traiter. Et aujourd'hui, c'est un boulot colossal, quoi. Et il y avait énormément de questions là-dessus, mais bon. C'est ça, je pense qu'il ne faut pas être guidé par la peur, mais comme toujours, hein, dans toute chose, je pense qu'avoir cette peur de la RGPD,
je pense qu'il faut essayer de passer outre. Mais si déjà on se dit j'anonymise mes données et si quelqu'un en demande l'accès, il a accès et puis il peut les supprimer, je pense que déjà on a fait un grand pas dans le respect de la vie privée et l'usage des données pour chacun. Ouais, absolument. Nous avons donc une autre question de la part de Cindy Chéry, qui est gérante. Alors, elle pose la question à savoir, alors, comment les auto-entrepreneurs peuvent-ils tirer parti de la data? Bonjour Cindy, merci pour cette question. Alors comme on l'a vu dans les exemples, hein, qu'on soit grand groupe ou PME, voire auto-entrepreneur, on peut tous utiliser les données. La PME négociant en 20, c'est une quinzaine de salariés, hein, donc c'est pas un auto-entrepreneur, mais c'est une petite structure. Alors là, j'ai pas pareil je connais pas l'activité de Cindy, j'ai pas de réponse ou de solution miracle. Simplement, déjà, je reviens sur le sujet, hein, mais déjà dire qu'il y a de l'open data et que celui-là, il est ouvert à tous, qu'on soit auto-entrepreneur ou une société du CAC 40, on peut tous exploiter ces données-là. Donc, ça peut être une première piste pour Cindy si elle souhaite voir par rapport à son activité ce qu'elle peut faire. Mais là, encore une fois, en plus, sans savoir son activité, c'est difficile. C'est difficile de répondre. Ouais, je comprends. Mais écoute, on a fait le tour des questions. Est-ce qu'il y en a d'autres, des personnes qui ont des questions via le chat ou si vous souhaitez lever la main? Vous avez 3 petites minutes si vous le souhaitez. Autrement, alors, il y en a une dernière. Une dernière, en fait. Alors, c'est Alal Riyad, qui est directeur, en fait, qui dit quels sont les différents. Alors, elle est large, hein, très vaste. Quels sont les différents modes d'action incluant la data pour réduire l'impact de la crise sanitaire sur notre entreprise? Tu as un peu évoqué, répondu entre autres à cette question quand Oui, même. alors, juste un point, en fait. Merci pour cette question. Il y a beaucoup, alors il y a quand même beaucoup d'entreprises aujourd'hui ou de partenaires qui nous remontent le fait qu'ils ont de plus en plus besoin d'outils de pilotage, surtout pendant cette période-là de crise, pour mesurer avec des faits concrètement comment on est impacté. Parce qu'au départ, il y a eu toute une phase dans la précipitation, hein, de prise de décision. Et ensuite, là, on arrive à une phase un peu de recul où les dirigeants souhaitent voir concrètement, avec des chiffres, des faits, comment on est impacté. Donc, souvent, la problématique du dashboard de suivi des activités revient. Mais je pense là aussi, pour répondre à la question qui est posée, il y a un sujet qui est de dire déjà faire l'inventaire par rapport aux outils qu'on utilise ou à la donnée qu'on collecte, de ce que l'on a à disposition et comment, avec un historique, ce que l'on a à disposition peut nous éclairer sur l'impact qu'a eu la crise pour l'entreprise. Donc ça peut être son flux bancaire, ça peut être son pipe de vente, ça peut être les connexions sur son site internet, ça peut être le nombre de visites que l'on a dans sa boutique. Alors on peut imaginer tout un tas d'informations, mais je pense que ces questions-là, faire cet inventaire, ça peut être intéressant déjà à faire pour se dire ce que je maîtrise et quelles données j'ai à disposition, et surtout, quelles données me manquent. Et, par exemple, si, je dis n'importe quoi, un employé qui a un entrepreneur qui a différentes boutiques n'a pas le nombre d'entrées dans ses boutiques tous les jours, au-delà du chiffre d'affaires, c'est peut-être dur de savoir si vraiment il est impacté ou pas. Alors peut-être qu'il se dira, il faut que j'achète des objets connectés pour savoir combien de personnes entrent dans mes boutiques chaque jour, par exemple. Encore une fois, c'est très large ma réponse, mais un inventaire de ce que l'on a et une compréhension de ses besoins, ça doit déjà éclairer sur le sujet. Merci beaucoup, Julien. Donc, toute l'équipe de Citizen Entrepreneur se joint à moi pour te remercier pour ton temps précieux et d'avoir accepté de participer et d'intervenir pour ce webinaire très intéressant de ce matin. Je vous donne donc rendez-vous à toutes et à tous la semaine prochaine pour notre rendez-vous quotidien du webinaire qui va être donc le mardi 12 mai à 11h avec Julien Varlouzet et on va parler du thème revoir sa stratégie dans un mode en pleine mutation. Merci beaucoup et très bonne journée à tout le monde. Merci Julien. Merci à vous, à très bientôt.